Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour parler d'une vidéo qui va être, à mon avis, une vidéo marquante. C'est une vidéo news. Kerr a fait un dossier point pognon extrêmement fort. Kerr est à l'image. Les enfants, le public sensible, un peu plus jeune, n'ayez pas peur. Il était juste malade il y a quelques jours. Il revient au maximum de sa force. Vous le voyez à l'image. Kerr a rarement été aussi beau. Là, moi, j'ai le retour vidéo. Je me prends des vagues de bogossitude. C'est insupportable. Kerr, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point pognon ? Oui, bonjour à tous. Alors, on va faire rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Si, il y a quand même un truc marquant. Wakanda Forever est toujours premier aux US. Il approche des 400 millions de dollars. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, il les a peut-être dépassés. Le truc marquant de ce... alors, si on compare par exemple avec Black Adam, qui était le film de super-héros qui était censé le rivaliser, hein, et ben c'est clairement une rivalisation et mot qui ne se dit pas d'ailleurs, qui a tourné à l'avantage de Black Panther puisque entre les 400 millions de Wakanda Forever et les 165 de Black Adam, il y a un vainqueur par KO et ça n'est pas Dwayne Johnson. On fait un point au niveau mondial. Pour l'instant, Black Panther est 7ème. Avec 700 millions de dollars engendrés à travers le monde, il va dépasser Thor, Love and Thunder. Mais on peut quand même être étonné par, on va dire, le fait qu'il soit pas encore milliardaire, par exemple. Est-ce qu'il va réussir à atteindre Doctor Strange 2, Mystère et Boule de Gomme, d'autant plus que nous sommes à quelques jours de la sortie d'Avatar 2, qui devrait logiquement écraser le box-office en fin d'année. Alors, est-ce que Avatar 2 va être un raz-de-marée, sans mauvais jeu de mots? On verra, mais en tout cas, il devrait logiquement prendre la tête du box-office et donc mettre un terme à la carrière de Black Panther. Donc voilà, le truc dont je voulais vous parler au niveau des sorties, c'est Strange World. Donc c'est Avalonia en français. C'est le gros Disney de Noël. 150 millions de budget hors com. Il a rapporté 25 millions aux US en 2 semaines. Sur sa deuxième semaine, il en a rapporté 5. C'est un énorme flop. C'est le plus gros flop Disney d'animation des années 2000. C'est un film qui a étonnamment eu quasiment pas de promotion. Il y a eu plusieurs analyses sérieuses qui ont été menées à travers les États-Unis notamment pour essayer de comprendre la raison de cet échec. En fait, ils se sont rendus compte que les Américains ne savaient pas que le film existait et que ne savaient pas que le film était sorti. Ce qui est un problème si vous voulez faire venir les gens en salle. Alors, est-ce que Disney n'a pas cru en son film et l'a sorti en douce parce que les critiques sont relativement mauvaises? Peut-être. En tout cas, la dernière grosse sortie de Noël qui, elle aussi, avait eu, je trouve, pas assez de promo, c'était Encanto. Le film était très bon, on avait beaucoup aimé avec Greg. Donc là, Strange World, on va voir ce que ça va donner. Il va sortir en France sur Disney+. Donc voilà, gros flop. Tu t'y attendais, mon cher Greg? Bah, je ne... Est-ce que tu en avais entendu parler déjà? bah En justement, c'est dehors ce que du j'allais fait te que, par dire. exemple... Je ne savais même pas que ce film existait. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, je savais que ce film existait, bien évidemment, parce que je suis au fait de l'actualité, mais surtout parce qu'en fait, le film avait été déprogrammé des salles en France pour passer sur Disney Plus directement, dans le cadre d'un... Enfin, c'était ce qui avait été utilisé comme prétexte d'un conflit avec les autorités françaises sur la chronologie des médias. Donc, c'était un moyen pour Disney de faire pression. Mais peut-être qu'en fait, Disney avait senti tout simplement que le film allait se vautrer aussi à l'international. Attends, je regarde ses recettes totales à travers le monde, je crois que c'est ridicule, hein. Il est sorti dans plein de pays en plus, hein. Il a fait 25 millions aux US et 42 millions au total, donc il a fait 16 millions à l'international. C'est un énorme, énorme, énorme flop. Alors il y a déjà beaucoup d'articles en fait qui font le total, donc 40 millions moins les 150, ça fait 110 et ils disent Disney va perdre 110. Quand un article fait ça, vraiment, c'est typiquement le rédacteur ne comprend absolument rien
à la manière de calculer le box-office et d'un coût d'un film et de sa distribution. Hein. Donc on peut pas se fier pour l'instant au montant de perte de Strange World. D'ailleurs, Disney, au final, ne sera peut-être pas perdant sur le film s'il a une bonne carrière, par exemple, sur Disney+, ou qu'il revende des droits VOD à droite, à gauche. On verra ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, dans son exploitation cinéma, Strange World est un énorme flop. Voilà. À toi, mon cher Greg. Quelle est ta news de la semaine, j'ai envie de te dire? C'est quoi la news? Mais après tout, qu'est-ce qu'une news? Est-ce que vraiment ce flux d'actualité n'est pas en lui-même un peu le mensonge qu'on se permet tous d'avoir, de se laisser exposer en fait à ces racontards des studios? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation, ça, news? Eh bien, en fait, le truc, c'est que on peut pas dire qu'il y a des mauvaises et des bonnes situations. J'ai même envie de dire, parfois, en fait, on se dit qu'on rêve d'une situation, alors que c'est la situation qui nous rêve. Et là, j'ai envie de dire, c'est le moment où je vais repartir sur la news de la semaine. Et la news de la semaine, cette semaine, qui n'est pas vraiment et qui n'est pas du tout une news qui s'est passée cette semaine. Vous allez vous dire, mais que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est possible d'avoir des sous-titres? Alors, je vais être plus précis. En fait, je vais parler de Dwayne Johnson et de Henry Cavill. Dwayne Johnson a dit la semaine dernière que en fait, c'est lui qui avait dû insister pour la présence d'Henry Cavill dans Black Adam. Visiblement, en fait, les studios ne voulaient pas entendre parler de la présence de Henry Cavill, ne voulaient pas Superman, et puis après, ils ont accepté Superman, mais ne voulaient pas confirmer Henry Cavill. Et en fait, Dwayne Johnson dit que vraiment, c'est lui qui avait expliqué que business ou pas business, Henry Cavill est le Superman de notre génération, et que donc, il fallait comprendre que c'était lui qui devait être présent à la fin du film pour relancer, en fait, ce DC Universe. Et sur ces propos, en fait, de Dwayne Johnson, il y a eu, il y a quelque temps, des annonces du fait que, on l'avait déjà couvert en news, Henry Cavill ne serait pas dans la prochaine saison, pas la saison qui arrive, mais la saison d'après de The Witcher, qu'il avait arrêté la production. Et en fait, il y a de plus en plus d'éléments qui sont sortis. Alors, à un moment, on a hésité à en faire une vidéo. Et puis, en fait, le sujet a été tellement bien traité par une vidéo américaine qui a décortiqué chacune des réponses d'Henry Cavill dans des dizaines d'articles depuis 3 ans sur en fait, la situation. Et visiblement, du côté de Netflix et du côté de The Witcher, en fait, quand on fait attention aux propos Henry Cavill dit que lui avait accepté d'entrer dans une série Netflix sur The Witcher parce qu'il est très fan du personnage, mais qu'à la condition que la série serait très fidèle au livre ou au jeu, et pour ceux qui connaissent le jeu et le livre, la série n'est absolument pas fidèle. Elle part complètement en cacahuète. Et visiblement, la saison 3 serait le pire à ce niveau-là. On part n'importe où. Il y aurait eu des tensions dans ces différents articles, etc., entre Cavill et les scénaristes. Et à plusieurs reprises, sans nommer précisément, mais en faisant comprendre que c'est les auteurs, il expliquait qu'il y avait des gens dans le cheptel, dans l'équipe de rédaction des épisodes de Witcher, il y avait plein de personnes qui n'aiment pas les livres. Du coup, forcément, c'est un problème. Mais que tous les livres, plaisir à mettre comme ça, des petits jeunes torse nu. Ça va, Daniel? On fait kiffer quand même. Je disais, Greg, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais il n'aime pas tous les livres et certains même scénaristes ne savent pas lire. Donc voilà. Bon, ça peut-être pas, mais après tout, pourquoi pas. Et donc en fait, le truc, c'est que donc si vraiment, enfin, Cavill est aussi fan de The Witcher, de participer à ça, ça peut commencer à lui gratter fortement l'épée d'argent. Et donc, du coup, c'est assez logique qu'il décide de partir. Mais du côté Warner, et c'est ça qui est aussi intéressant, des articles sortent. Et en fait,
parce que au bout, quand il y a eu l'annonce sur The Witcher, en fait, il y a beaucoup de trucs qu'on dit, bah oui, c'est parce qu'il a signé avec Warner, etc., etc. À la date de quelques jours, au moment où on enregistre cette vidéo, Henry Cavill n'a rien signé avec Warner. En fait, ils l'ont fait revenir, mais il n'a rien signé. Il ne sait pas quelle est la suite. Warner n'a aucun engagement avec lui, et donc potentiellement, il pourrait ne jamais revenir en fait en Superman. Dwayne Johnson a fait pression pour le réavoir, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le narratif de dire il est parti de The Witcher parce qu'il retourne faire Superman, visiblement, serait complètement faux. Et en fait, c'est un petit peu ma news de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui me tapent un peu sur le système, sur les séries, les adaptations en ce moment, où on voit des gens qui adaptent les œuvres et qui visiblement ne les connaissent pas, ne les aiment pas. Alors, je regardais un documentaire sur les films Percy Jackson, qui sont donc dans les films, qui sont dans les top 3 films de l'histoire de Kerr. Et il réagit pas, donc c'est qu'il m'écoute pas. Et le truc, c'est que où l'auteur expliquait, enfin, il y a une lettre que l'auteur des livres, Percy Jackson, a envoyé aux auteurs en disant: je pense que vous n'avez pas lu plus que le premier livre, et vous n'avez sans doute pas terminé le livre parce qu'il y a tel et tel problème qui seront insolubles sur la suite si vous faites ça dans le premier film. Et donc, c'est dire à quel point, en fait, parfois, des studios récupèrent les droits et en fait, n'en ont rien à foutre. C'est juste un logo, un truc, un prémisse du pitch et c'est tout. Mais je ne comprends pas si ça a été un succès littéraire. C'est qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'il y a un intérêt de suivre pourquoi est-ce que les livres The Witcher ont eu un tel engouement ? Pourquoi les jeux, les 3 jeux ont eu un tel engouement ? Donc, enfin les 4 jeux maintenant. Donc au final, je ne comprends pas ce manque de respect pour l'adaptation. Et de l'autre côté, ça montre exactement ce qui se passe avec Warner en ce moment. C'est flou artistique. C'est ce qui se passe, on n'en sait rien. Il y a des personnages qui arrivent, ils n'ont rien signé. Il y a des acteurs du DCU qui disent qu'ils n'ont aucune information de ce qui va se passer pour la suite. C'est des franchises à milliards de dollars qui sont gérées en ce moment peut-être avec les pieds, avec des claquettes, je ne sais pas. Et derrière, après, on nous vend qu'à chaque fois, ce film va être le meilleur film de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Voilà. Je ne sais pas si tu veux réagir, mon cher Kerr. Ouais, j'aimerais pondérer un peu tes propos, notamment pour que les fans de DC qui sont particulièrement agaçants. Non, je rigole. ne le prennent pas mal. C'est aussi pareil chez Marvel. Quand tu vois que certains acteurs très connus du cast de Eternals disent publiquement moi j'ai aucune info sur la suite de mon contrat avec Marvel, je sais pas du tout si je vais revenir, si je vais être un guest, etc. Donc c'est un peu le flou. Il y a beaucoup de réflexions actuellement, mais j'en parlerai pour Marvel après parce que tu as une news Marvel, je vais rebondir dessus. Il y a beaucoup de réflexions sur l'avenir actuellement, sur l'avenir de DC et de Marvel. Et on sait que James Gunn, par exemple, travaille activement pour remettre à flot la machine DC. Je pense que Henry Cavill sera central dans tout ça. Et comme il l'a annoncé lui sur ses réseaux sociaux, qu'il revenait en Man of Steel et qu'il y avait un Man of Steel 2, je pense qu'il a les garanties, tu vois. Il a les garanties qu'il va le faire. Ou alors vraiment, tout le monde est teubé, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, ce sera les quelques mots qui reviennent souvent dans la communication, c'est un Superman qui représente l'espoir, qui représente les valeurs vraiment du Superman des comics, du Superman des vieux films. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on n'a pas vu du coup Henry Cavill. On l'a vu en Man of Steel, on l'a vu en héros tourmenté. On l'a vu en héros qui donne la mort au début, dans la fin du premier Man of Steel, c'est quelque chose qui était du coup assez étonnante. Et puis voilà quoi. Donc on va voir une nouvelle version. J'ai hâte de voir un peu où ils vont aller.
et où ils vont aller pendant qu'il y a des vidéos hein, qu'on ne diffusera pas ici, mais des vidéos où on voit l'acteur qui joue The Flash qui se fait arrêter en débitant des trucs de fou illuminés. C'est vraiment, vraiment un mauvais moment pour Disney, n'importe quoi, pour DC. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas si mauvais que ça. Alors oui, sur plein d'aspects, il y a des choses qui sont négatives, mais le retour de Cavill, c'est positif. Le fait que Dwayne Johnson s'investisse autant dans DC, avec un succès mitigé pour Black Adam, mais pas catastrophique. Et le film est pas catastrophique. C'est plutôt positif. Le fait que James Gunn arrive et prenne vraiment les commandes du truc, ça c'est très positif. Toutes les rumeurs autour de Snyder, tu vois, il y a des choses quand même à retenir qui sont Moi, ce que j'aime bonnes. avec tes propos, c'est qu'ils sont tournés vers l'avenir, ils sont pleins d'espoir, parce que si on regarde à l'heure actuelle, on a Black Adam qui est loin d'être un succès au box-office, on a Mais s'y attendait. Batgirl qui a été annulé, purement et simplement annulé, des bandes qui ont Ce été qui pourrait détruites. évoluer, ça d'ailleurs. Pardon, K. Ça pourrait évoluer, hein. Batgirl. J'en parlerai un peu après, mais il y a des raisons de croire que ça peut évoluer. Et pour finir, on a The Flash qui est parti dans le cosmos. Donc, bon, effectivement, il y a des raisons d'espérer, mais il y a aussi des raisons de se dire que là, il faut vraiment mordre fort parce qu'ils vont se faire couper les deux jambes, quoi. Et il y a un film que tu n'as pas évoqué, mais Aquaman 2 prend l'eau. Hein. Vraiment. Hein. En tout cas, ça valait le coup de nous faire cette vanne. Et alors, Ouais. mon cher Pierre, est-ce que tu peux prendre ton petit bateau et partir à l'assaut de ta prochaine news ? Bah, je veux faire surtout ma news de la semaine. Ma news de la semaine qui va concerner justement, puisqu'on parlait d'ici, HBO. Il y a deux news. D'abord, vous le savez, on le dit depuis longtemps, HBO Max, c'est bientôt terminé. La plateforme qui a été lancée il y a quelques mois maintenant, années, enfin, c'est très récent quand même, va fusionner avec Discovery Plus. Et en fait, Warner et Discovery Plus ont trouvé un accord pour le nom. Et apparemment, ça s'appellera Max. Donc en fait, ils nous ont juste enlevé HBO du truc. Et ça reprendra tout le contenu de HBO, donc le contenu premium, par exemple les séries, vraiment tout le contenu fait par la chaîne HBO. Le contenu fait par la Warner sous le tag HBO Max, comme par exemple Peacemaker, pour ne citer qu'une série. Et puis bien évidemment le contenu Discovery+, etc. etc. La nouvelle plateforme devrait sortir à l'été 2023. Donc ça fait une plateforme de plus. J'en profite pour glisser que, si tu le permets, c'est aussi dans les news de la semaine du coup, enfin, dans les grosses news plateformes de la semaine, que Paramount+, qui est sorti aux US, est également sorti en France. C'est 7,99 par mois, 79 € l'année. J'ai pas zioté ce qu'il y avait dessus, mais enfin, si, j'ai pas zioté la plateforme en elle-même, mais par contre, j'ai regardé ce qu'il y avait dessus. Il y a quelques bonnes séries, hein. Il y a Dexter. Alors vous allez me dire, oui, ça commence à dater. Il y a les Star Trek. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bob l'éponge. Il y a une série sur les coulisses du tournage d'Halo qui s'appelle The Offer. Qui arrivera First Lady avec Gillian Anderson en épouse de Roosevelt, donc en Eleanor Roosevelt. Il y a la série Halo qui sera également sur Paramount+. Il y a beaucoup de contenu Paramount et ils ont un catalogue qui est assez important, mine de rien, parce que j'avais noté, c'est tout le contenu de Showtime par exemple, c'est tout le contenu de Comédie Centrale. Donc il y a pas mal de choses sur. Alors attendez, il y a MTV aussi, Nickelodeon, CBS. CBS c'est énorme, hein, c'est la plus grosse chaîne, on va dire hertzienne américaine en termes d'audience. Donc c'est les experts, NCIS et compagnie. Enfin, c'est du contenu quoi. Donc il y a pas mal de choses sur Paramount, plus aux US. En France, je sais pas trop. En tout cas, voilà, le bilan qu'on peut en faire, c'est une plateforme de plus. Et pour revenir sur HBO Max, vous savez que la plateforme n'est pas lancée en France pour l'instant, elle pourrait être lancée en 2024. Et en fait, il y a actuellement des négociations exclusives qui sont lancées entre Canal+ et OCS pour un rachat d'OCS par Canal. Donc OCS qui est la plateforme d'Orange. Voilà, où moi j'ai vu beaucoup de séries. Hein, et si OCS est amené à disparaître pour être incluse par exemple dans le MyCanal ou j'en sais rien.
Je regretterai la plateforme que j'ai toujours appréciée. C'est très flou sur l'avenir d'OCS et sur l'accord avec HBO parce que par exemple, on sait que le contenu d'HBO Max seulement et HBO Max seulement passe sur Amazon. C'est le cas par exemple de Peacemaker qui sort à la fin du mois de décembre. Le contenu d'HBO, par contre, il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs sur le fait que le contenu d'HBO pourrait aussi passer sur Amazon Prime. Donc, du coup, qu'aurait OCS si elle est rachetée par Canal? Enfin, c'est un énorme flou autour d'OCS, malheureusement, et autour du contenu de HBO et d'HBO Max en France. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir, notamment pour la 3e saison d'Harley Quinn, que j'attends avec impatience, qui sort, tu sais, sur HBO Max et qui pour l'instant n'a pas de diffusion française. Et Peacemaker, quand même, va être diffusé fin décembre, alors que c'est une série de début 2022. On est sacrément en retard sur cette œuvre. Voilà, mon cher Greg. Je t'en prie, continue direct sur une autre news, mon cher Car. D'accord. Bah écoute, de rien, mon cher Greg. Du coup, je vais vous faire juste un petit mot parce que c'est une série dont on a beaucoup parlé sur la chaîne et qu'on a abandonné lâchement parce qu'on avait juste plus envie de la regarder. C'est The Walking Dead. La série s'est terminée, figurez-vous, après 12 ans, 11 saisons, 177 épisodes. Voilà, Rick. Non, puisqu'en fait, il va revenir dans une mini-série. RIP The Walking Dead. Et là, maintenant, place au spin-off. C'est un peu dur de suivre. Donc, il y a le spin-off avec Daryl et Carol sans Carol à Paris. Il y a un spin-off entre Maggie et Negan qui, en effet, ont toutes les raisons du monde de s'apprécier beaucoup et d'être ensemble dans une série. Et il y a la mini-série sur Rick et Michonne. Donc voilà, toi tu es plus loin mon cher Greg, moi je me suis arrêté au début de la dernière saison, je vais regarder, hein. J'ai été étonné de voir notamment Didi Chandouidoui qui l'a considéré comme la plus mauvaise ou l'avant-dernière plus mauvaise saison de la série. Donc même pour le final, et j'ai vu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, même pour le final, The Walking Dead n'a pas réussi à redresser la barre. C'est triste parce qu'au final, on a passé beaucoup d'heures à en discuter en off avec Greg, avec Cardell à l'époque aussi, et on a fait beaucoup de vidéos pour en parler. Euh, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu l'épisode de trop. Il y a eu l'épisode de trop pour nous. Bon, on n'avait plus envie de parler de cette série, du moins pas autant, et elle a disparu petit à petit de nos esprits. C'est étonnant. Je trouve qu'on rappellera quand même que c'est un des plus gros phénomènes d'audience de l'histoire du câble américain. Voilà. Et ça a été une série phénomène qui disparaît après 12 ans. Alors que Grey's Anatomy continue, mon cher Greg, et elle continue malgré le départ de son héroïne principale, Hélène Pompeo, donc Meredith Grey, quitte définitivement la série. Est-ce que tu veux enchaîner ou alors est-ce que tu t'es endormi devant mon manque de panache lié à mes problèmes de dos? Je pense qu'il a bon dos, ton dos, mais j'ai envie de dire, en fait, pour Walking Dead, pour moi, c'est juste que c'est une série qui n'a jamais pu rebondir après le pic incroyable de son scénario autour De Negan. de... C'était le terminal, si je me trompe pas. Et, L'épisode 7 de la saison 1 était incroyable. et en fait, le truc, c'est que le terminal a été le pic. L'inverse. Vraiment le pic de fou, et après c'était plus possible d'aller plus loin que ça, quoi. Ils sont allés jusqu'au bout de leur idée, et après c'était que des manières de le redire ou de le refaire. Et l'arrivée de Negan. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de bons moments ensuite, je dis juste que de mon point de vue, ce moment est le pic de ce que veut dire le scénariste sur son monde post-apo. Et que donc après, j'ai juste revu de manière différente ce moment-là. Et après, comme c'était moins bien, ou que le rythme
était devenu trop lent. Je m'en suis petit à petit détaché. Mais j'oublie pas que c'est une des séries les plus marquantes tout court, quoi. Enfin, vraiment tout court. The Walking Dead, c'est une des séries les plus fortes de l'histoire de la télé, sans aucun débat, quoi. Toi, tu parles du terminus, moi je parle de l'épisode 1 de la saison 7, dont je me suis trompé tout à l'heure, qui est le premier épisode de Negan, avec Glenn notamment. Cet épisode, moi, m'a énormément marqué, je l'ai trouvé particulièrement réussi. C'est un épisode de série où j'ai rarement vu autant d'intensité et de stress pour les personnages, et en plus la mise en scène était, je trouve, très réussie, à jouer avec Rick, ensuite faire revivre les moments, etc. Et puis la double surprise du double shoot a été cet épisode par rapport au comics, je veux dire, était était très 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 réussi, et je trouve qu'ils n'ont jamais réussi à rebondir après cet épisode. Mais Negan, grâce notamment à l'interprétation de Jeffrey Dean Morgan, qui est extraordinaire, restera vraiment un personnage marquant, et cet épisode m'a beaucoup marqué. Est-ce que tu veux faire une news suivante, mon cher Greg ? Bien sûr, et j'ai envie de parler, tu parles d'une série marquante, et du coup j'ai envie de vous parler d'une série, moi, qui m'intrigue énormément. Sans doute une des séries Disney Plus qui m'intrigue et qui me donne un petit peu vraiment envie de la regarder. C'est la série The Acolyte, qui est une série dans l'univers Star Wars qui se base 100 ans avant du coup les événements de la menace fantôme. Il commence à y avoir quelques infos. Le pitch global qui avait déjà été diffusé, c'était que c'est une série qui va être sur un thriller dans les quatre coins de la galaxie, où il va y avoir un maître Jedi et son ancien Padawan qui vont devoir reformer une équipe pour mener une enquête et voir jusqu'où les sites se cachent. Et en fait, il commence à y avoir de plus en plus d'infos. Il y a notamment une des actrices, Daphne Keane, qui a annoncé qu'en fait, ce serait une série qui serait particulièrement portée par les sites. Et comment est-ce que ces sites ont comment ils ont commencé à prendre le pouvoir, et comment ils ont commencé à rentrer leurs mains dans l'ombre des méandres de Coruscant et des pouvoirs. Et je trouve que c'est une histoire qui peut vraiment être très plaisante. Il y a, en gros, le pitch, la promesse, c'est de dire qu'en regardant The Acolyte, on verra le début de ce qui est le reveal et l'ordre de tuer tous les Jedi, donc dans la revanche des Sith. Et que ce sera donc le point de début et le point final. C'est une série qui peut vraiment, vraiment être très bien. Il y a des très bons acteurs qui sont dedans. Il y a Lee Jung-jae, qui était donc l'acteur principal de Squid Game, qui reste très bien. Il y a Amandla Stenberg qui est aussi dedans. Enfin, c'est vraiment une série, moi, elle est en plein tournage. Elle est annoncée pour... Et Daphne Keane, c'est X-23 dans Logan. C'est vraiment... aussi l'héroïne de... Aide-moi, tu sais, la série à la croisée des mondes. C'est Bodies, Bodies. C'est ça que elle était dedans particulièrement. Daphne Keane ? Non, je parle de Amandla Stenberg. Moi, je parle de Daphne Keane. Elle était Keane. dans His Dark Materials. Voilà, et c'est X-23 dans Logan. Et voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est une série qui moi me chauffe vraiment beaucoup. J'espère qu'elle va pas être foirée, ou qu'ils vont pas mettre 10 épisodes à démarrer. Enfin, ça, je pense que ça peut envoyer vraiment du lourd. Tu veux enchaîner, mon cher Car ? Bah, moi, je suis inquiet quand même. Il y a un truc que tu as dit qui m'inquiète, c'est que tu as dit qu'elle allait reposer sur les sites. Et le problème des sites, c'est que s'ils se font des DOS... Bref, news suivante. Ouais, c'est pas terrible en humour, là. Je t'ai connu plus en forme, Greg. J'attends que tu fasses ta news Marvel, hein. Je te le signale. En attendant, je vais passer à autre chose. Je vais parler de James Bond. Et il y a pas mal de rumeurs sur le recast de James Bond. Et il y a un truc qui commence à être un tout petit peu plus concret. C'est le Sun qui en a parlé. Donc généralement, quand c'est le Sun qui en parle, c'est à relativiser quand même, bien sûr.
Mais Aaron Taylor Johnson, qu'on a vu récemment dans Bullet Train, avec Brad Pitt, qui était d'ailleurs très bien, Aaron Taylor Johnson dedans, qu'on a vu notamment dans Godzilla, qui est bien évidemment l'acteur de Kick-Ass, ou qui l'interprète de Quicksilver dans le MCU. Et ben Aaron Taylor Johnson a fait des essais très concluants pour remplacer Daniel Craig, et pour l'instant donc il serait dans les favoris, mais bien évidemment aucune décision n'a été prise. Je vais faire une news rapide pour vous dire que il y a un truc qui s'est passé là récemment sur le Netflix US qui vient donner un peu plus de crédit à quelque chose qu'on va évoquer prochainement dans une vidéo. Est-ce que tu te rappelles de Southpaw, le film avec Jake Gyllenhaal et Rachel McAdams et 50 Cent, mon cher Greg? On l'avait couvert sur la chaîne. Rachel McAdams et 50 Cent. Et Jake Gyllenhaal en boxeur. Ouais, très bon film. Enfin, moi qui m'avait beaucoup plu. Ouais, alors on l'avait couvert sur la chaîne, on avait fait la critique, alors c'était peut-être même en live à l'époque, donc normalement la critique n'est pas sur la chaîne. Toujours est-il que le film est sorti en 2015, on l'attendait beaucoup, le film a complètement floppé, gros fail. Et pourtant, depuis sa sortie sur Netflix sans aucune promo, le 24 novembre, et ben Southpaw est un énorme carton. Au point où le film se maintient dans le top 6 des films les plus regardés en streaming aux États-Unis. Donc voilà, retenez ça parce qu'il y a d'autres exemples et on en reparlera sur une vidéo Netflix. Mais Southpaw a une deuxième jeunesse, j'ai envie de dire. Donc c'était La rage au ventre en français. Et je trouve que c'est mérité, le film était plutôt réussi. Voilà. Est-ce que tu veux que j'en fasse une toute petite dernière? Mais moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, le fait que les films soient tous diffusés au même niveau, tu vois, avec du coup, tu as des anciens films qui ont juste un nouveau coup de com'. Tu as d'accessible en 4K, dans la même résolution, le même encodage, plusieurs films. Tu as des gros succès comme ça qui ressortent. Des films qui n'avaient pas eu le succès qu'ils auraient dû, qui l'ont maintenant. Et tu as aussi, en ce moment, énormément de personnes qui font des comparatifs entre les premiers Avengers et les nouveaux films du MCU pour regarder et dire, mais regardez, les effets spéciaux sont juste meilleurs dans des films qui ont 10 ans de moins, etc. Et en faisant du image par image, en utilisant les plateformes comme une espèce de juge de paix comparatif. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de voir effectivement que c'est pas parce que les années montent que d'un seul coup l'évolution graphique ou l'évolution des films monte. Et comme on est dans un moment d'un point de vue technique où on est un peu bloqué entre la HD et le 4K, en fait les films qui ont maintenant jusqu'à 10 ans ne sont pas forcément plus vieillots que des films aujourd'hui. Là où quand on était à l'époque de la pellicule, souvent les films vieillissaient plus vite. Et là, c'est pas le cas du tout, quoi. Surtout quand on était passé de la SD à la HD, là, c'était très marquant. Et là, on peut vraiment avoir un film qui a 10 ans, qui ressort, et personne ne pourrait imaginer que le film a 10 ans, puisqu'il est de la même qualité qu'un film qui est sorti il y a 2 semaines. Ouais. Je refais une petite news rapide. Là, t'en es à 3 quand même. Ouais, mais c'est pour parler d'une série qui te tient à cœur. Bon, eh bien, vas-y. Eh ben, je vais vous parler de The Rings of Power, puisque le casting de la saison 2, je t'ai bien vu. Le casting de la saison 2 est actuellement en cours. Amazon a communiqué sur le fait qu'ils avaient recruté 7 nouvelles personnes. Et en fait, c'est que des acteurs. J'espère que c'est 7 nouveaux scénaristes. Non, 7 nouveaux acteurs et actrices qui viennent tous de petits rôles de séries plutôt certains connus, genre Witcher et compagnie, mais c'est vraiment des petits rôles, donc encore une fois un choix de n'avoir personne de connu. Par contre, dans l'info, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un recast. Ils ont recasté un acteur qui jouait d'ailleurs très bien dans la série, qui était Joseph Mawle, qui jouait Hadar. Donc voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'informations officielles sur le départ de Joseph Mawle, mais
Mais bon, apparemment, il incarnait un peu trop, il prenait un peu trop son rôle au sérieux. Il y a beaucoup de gens sur la série où c'était clairement pas le cas. Et du coup, il était un peu relou. Hein, si on peut résumer, voilà, comme ça. C'est du off, c'est entre nous. Mais Joseph Maul était assez dur avec les autres. À toi. Et ben moi, donc du coup, je voulais vous parler de franchise et de licence, et une licence qui est sans doute chère au cœur de pas mal de personnes. Je parle évidemment de Donjons et Dragons. Eh bien, Donjons et Dragons, certains le savent ou pas, je vais juste vous le refaire. Il y a une série qui a été annoncée, il y a eu plusieurs collabs avec Magic the Gathering, il y a eu un film qui est en préparation. Et là, tout va Il y a arriver. une affiche aujourd'hui. Pardon, Car? Il y a une affiche du film qui est sortie aujourd'hui. C'est tout à fait Manu. Ah, non, pas aujourd'hui, il y a quelques jours. À la Comic Con Sao Paulo, en fait, donc cette affiche a été diffusée. On a eu aussi, pour ceux qui sont curieux, la composition de l'équipe, qui vont être donc de l'histoire du film. Il va donc y avoir un barde, un paladin, un sorcier et un roublard. Donc une équipe de 4 membres qui sont partis sur cette aventure. Donc ça va être un moment très fort pour la franchise Donjons et Dragons, qui en plus se renouvelle. Il va y avoir une nouvelle édition de Donjons et Dragons qui se veut plus accessible pour tout le monde. Dungeon and Dragon One Edition. Et donc vraiment un moment que Hasbro veut, enfin Wizard of the Coast veut très très fort. Et moi j'espère que ce sera très bien. Parce que clairement, en fait, si vous avez pu jouer à des univers comme Baldur's Gate 2, Shadow of Am, etc., c'est des univers qui ont des scénarios qui sont exceptionnels. Et si c'est bien adapté, ça peut être une nouvelle licence. On peut voir un nouveau Seigneur des Anneaux débarquer par là. Alors attention, hein, je dis pas que c'est aussi bien écrit que le Seigneur des Anneaux, c'est pas le cas. Mais c'est un univers qui est plus mature, qui peut correspondre plus à notre époque. Et s'il y a un très grand réalisateur, ça peut exploser. Le problème, c'est que là, je ne penserai pas du tout que ça va exploser sur ce film. C'est un film qui se veut trop blockbuster. Chris Pine n'est pas forcément l'acteur qui est... même vous voyez la bande-annonce, c'est un film qui se veut fun, action, fun. Mais si ça peut être un Iron Man, c'est-à-dire un démarrage d'une franchise, et puis après avec des trucs plus matures, moi je prends. Voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas juste foirer le film, la série, parce que là, ça voudrait dire que Donjons et Dragons serait anéanti. Moi, quand j'étais ado, Donjons et Dragons, c'était considéré comme le truc pour les rebuts de société, et il a fallu vraiment des années pour que ça devienne genre OK. À l'heure actuelle, sur Twitch, la chaîne qui génère le plus de revenus et d'engagement, c'est une chaîne de jeux de rôle. C'est Critical Role qui a eu sa série Vox Machina sur Amazon avec 2 saisons. Et voilà, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Encore une fois, on reboucle, hein, c'est l'idée de pas péter les franchises. On enchaîne justement. Je suis inquiet, moi, quand même. Dis-moi, Car. Je suis inquiet, quand même. Le casting est pas mal. Le film, moi j'ai peur que ça va être blockbuster. C'est comme s'ils essayent de faire Transformers, mais avec une autre licence, quoi. Mais il faut juste qu'il soit OK, sympa, avec des promesses. On voit pas du tout le sérieux ou la lourdeur, parce que c'est vraiment, il y a des histoires lourdes, tendues. Il y a beaucoup d'histoires dans les Donjons et Dragons qui sont sur des tueurs en série, des trucs vraiment très dark. Et là, on le sent pas du tout. Alors après, il y a des histoires de donjons et de dragons, évidemment. Est-ce qu'il y a des dragons dans les donjons? Parce que c'est quand même grand, un dragon. Ouais. Bah ouais. Mais en fait, il fait une grande cave. Il fait vraiment un double soubassement avec des renforts sur les côtés. On enchaîne du coup avec le MCU. Le MCU, eh bien, il y a un site internet
qui a fait une petite enquête sur les fans du MCU. Alors c'est une enquête qui s'adresse à peu près à plusieurs milliers de personnes qui étaient âgées de 13 à 54 ans qui ont participé à ce sondage. Et il en sort que sur ce site, alors c'est 5000 fans ont répondu aux questions précisément, et ils se basent aussi sur ce qu'ils peuvent voir sur, donc c'est le site, c'est Fandom, et il y a 300 millions, ils se vendent d'avoir 300 millions d'utilisateurs mensuels. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur le MCU, ces enfants du fandom? Eh bien, ils nous disent qu'il y a 36% des fans de Marvel qui se sentent fatigués par le flux constant de contenu que propose le MCU. Et là-dedans, en fait, ils ont fait des sous-catégories. Alors, dans laquelle êtes-vous? Donc, il y a The Advocates, c'est les fans hardcore qui continueront à regarder tout ce qui sort du MCU et qui essayeront de vous le vendre en disant que c'est super, qui iront dès le premier jour. Il y a les intentionalistes, c'est ceux qui sont le grosse partie du segment et qui en fait ils vont quand il y a une meilleure communication marketing, que le film il a l'air un peu mieux, quand l'histoire a l'air d'être un peu plus intéressante, etc. Il y a les culturistes, qui ne sont pas ceux qui font beaucoup de culturation, mais c'est ceux qui sont influencés par le buzz. Donc c'est ceux qui y vont quand il y a un gros mouvement de population, quand il y a beaucoup, donc en gros quand les advocates et les intentionnalistes vont voir un film, les culturistes suivent le mouvement. Et il y a le dernier groupe, c'est les flirts. C'est ceux qui y vont comme ça une fois de temps en temps parce qu'ils sont intéressés par une des thématiques. Et donc évidemment les intentionalistes, donc qui est globalement le grand public, est la frange la plus importante. Et quand on regarde toutes ces catégories, eh bien à part les advocates, donc les fans qui y vont tout le temps, etc. Eh bien c'est plutôt très mauvais signe. Le MCU est en train de s'essouffler, hein, parce que il n'y a pas d'autre mot. Et quand on dit que le MCU est en train de s'essouffler, on dit qu'il y a eu plusieurs films, notamment Thor Ragnarok, qui n'ont été très très loin d'être des succès au box-office, comme c'était annoncé. Il y a tout ce qui est Star Wars aussi, qui a eu des perfs extrêmement décevantes pour la dernière trilogie. Et bien tout ça, ça nous donne quoi? Et bien ça nous donne ma news suivante, qui est Bob Iger, donc l'ancien président de Disney, qui avait annoncé qu'il prenait sa retraite déjà il y a 3 ou 4 ans, eh bien, revient à la tête de Disney. L'action a perdu une très grosse partie de sa valeur. C'était déjà le cas l'été dernier. Il avait été rappelé en urgence, Bob Iger, mais il avait dit qu'il refusait, qu'il préférait prendre sa retraite. Il a annoncé que ça faisait 53 ans qu'il bossait et que du coup, il n'avait pas envie de revenir. Et au final, c'est le retour du bon Bob. Alors attention, parce que le bon Bob, c'est pas non plus pour nous fans, c'est pas non plus le Messie, hein. Enfin, c'est sous Bob Iger qu'a été entièrement écrit, préparé la nouvelle trilogie de Star Wars, donc faut pas le voir comme un Messie. Mais clairement, il y a eu des très très gros problèmes au niveau de l'ancien gérant. Il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des problèmes d'inclusivité sur plusieurs Disneyland. Il y a eu du coup beaucoup trop de casseroles en très peu de temps autour de cet ancien patron. Alors on peut espérer qu'il va y avoir des choses qui vont être menées. Après, Bob Iger, c'est pas forcément celui qui va avec le dos de la cuillère. Et les rumeurs t'en ont assez comprendre que Disney Plus serait également une grosse fuite à pognon. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il resserre un petit peu les boulons. La question, c'est dans quel sens? Et il ne va pas y passer 10 ans, donc qui il va préparer pour la suite? Le président d'intérim entre Bob Iger et Bob Iger était l'ancien patron des Disneyland et pas de Disney+.
Donc, Chapek. tu veux réagir toi un peu à cette news, mon cher K? Bah, déjà, les deux s'appellent Bob. Bob Iger et Bob Chapek. Merci de cette Donc, réaction. Tu peux donc passer à ta news suivante. donc je pense que pour être le patron de Disney, Bob l'éponge a ses chances. Ça, il faut le dire. Et tu disais Bob Iger, c'est lui qui a fait la trilogie Star Wars, mais il a été quand même pendant 15 ans boss de Disney. Et dans ces 15 ans-là, il a racheté LucasArts, Pixar, Marvel, Lucasfilm, pardon. Et c'est lui qui a qui a tout fait sur le deal avec la Fox. Donc il a quand même rapporté beaucoup, je pense, et il a fait passer un cap important à Disney. Alors il n'était pas tout seul, bien évidemment, mais oui, c'est plus rassurant que Chapek. Voilà. On verra ce Mais que ça en donne. Et fait, puis, Bob Iger, ce qui est intéressant, c'est que il vient du contenu. Il vient de la création de oui, contenu pur. Et au final, cette carte de moi je suis le monsieur du côté à la fois du business et des créateurs, en fait, quand on a vu les œuvres qui sont sorties, on s'est dit c'est une catastrophe. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Est-ce que c'est quelqu'un qui va de nouveau mettre, enfin pas de nouveau, mais qui va mettre des gens qui sont des créateurs en charge du contenu? C'est un moment important, c'est un moment en plus où les concurrents, hein, Warner, etc., il y a des changements de politique très très fortes. Du côté de Warner, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis en disant que bon bah là, il faut gagner du pognon, il faut aller se recentrer autour du corps public et essayer d'arrêter d'aller chercher avec chacune des œuvres le très grand public, la femme de plus de 50 ans, alors qu'on est sur un film de super-héros qui normalement est un super-héros qui plaisait aux 30 ans. Et donc il y a un vrai repositionnement pour dire bah, on va faire ce qu'on sait qui marche. On va arrêter avec les tentatives de communication à droite à gauche et j'ai envie de dire je suis très très curieux de voir, mais je pense que une grosse vague de contenu qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, qui sont du contenu pour du contenu où en fait à chaque fois il y a un espèce de nous vendre un truc à côté. je vais te parler de ça, moi. C'est une histoire, mais elle est écolo. C'est une histoire, mais elle est inclusive. Alors qu'au final, l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle l'est pas? Cette question, on a l'impression qu'ils se la sont pas posées. Et donc là, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir du coup on va toujours avoir ce côté billard à bande ou est-ce on va avoir quelque chose qui va se resserrer sur les histoires, sur le public j'ai envie de dire, on va bien voir. Je te laisse ta news suivante. Ouais. Moi, je vais du coup rebondir sur ce que tu as dit parce que en fait, alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est des rumeurs qui sont remontées par des sites qui sont pas forcément des sites qui ont toujours eu des choses vraies, on va dire. Mais Disney et Marvel, surtout du côté de Feige, seraient en train de réfléchir à l'idée de peut-être restructurer la phase 4, la phase 5 pardon, et la phase 6, ou alors d'adapter la phase 7 aux nombreuses critiques qui ont été faites sur le contenu de la phase 4, peut-être proposer moins de films notamment et moins de contenu, mais du contenu. Alors, on va avoir le fameux discours plus quali. J'ai envie de dire, moi, de ce que j'en ai compris en lisant les différents articles et différentes rumeurs, plus événementiel. Ça sera pas forcément meilleur, mais ça sera le Marvel sera plus événement. C'est exactement d'ailleurs, si tu remarques un peu ce qu'a dit James Gunn, exactement, et le nouveau patron de Warner, c'est exactement ce qu'ils ont dit sur les films d'ici. Il y a moins de films d'ici, mais que chaque film d'ici soit un énorme événement. Ça pourrait être le cas pour les Marvel, parce que c'est vrai que sur la phase 4, finalement, il n'y a pas eu de très très gros événements en dehors de... Il y en a eu 3 en fait. Il y a eu Spider-Man, Strange 2 et aide-moi, Wakanda Forever. Mais par contre, les autres sont sortis de manière plutôt pas anonyme, mais presque, que ce soit Black Widow, Shang-Chi, Eternals et puis Thor 4. Donc
tous les films de cette phase 4 n'étaient pas des événements. Vous allez me dire, tous les films des 3 autres phases non plus. Mais là, critique sur critique, et notamment, je pense que le fait que les séries jouent beaucoup dans ce sentiment-là. Je rebondis sur ce que tu disais, où il y avait des gens qui commençaient à être lassés, mais tu vois, le MCU, c'est quand même maintenant plus de pas loin de 30 films. Et ben, cette année, c'est le premier que je n'ai pas vu, que je ne suis pas allé voir au cinéma, qui est Thor 4, des 30. Donc c'est, alors je suis pas, il y a une étude qui a été menée sur moi-même pour montrer la lassitude, mais le truc c'est que moi ça me touche aussi en fait. Donc voilà. Et puis alors je vais vous parler rapidement de continuer sur Marvel, mais alors, très très vite. Juste pour vous dire que ceux qui ont adoré Namor dans Wakanda Forever, eh ben ça va pas être évident de le revoir, puisqu'en fait Namor appartient à Universal. C'est la même chose que Hulk, et en fait il a été prêté. Alors, il y a eu un accord, un deal obscur entre Universal et Disney pour que Namor apparaisse dans Wakanda Forever. Par contre, il ne peut pas avoir sa propre série ou son propre film. Pareil pour le monde des Atlantes. Donc, du coup, alors ça voudrait dire qu'il y a encore des négociations. On sait que Disney veut racheter les droits de Hulk et de Namor et des autres personnages Marvel possédés par Universal. Mais par contre, Namor pourrait faire des apparitions ponctuelles dans certaines séries ou films, exactement comme par exemple on a vu Bruce Banner apparaître dans She-Hulk. Voilà. Et tu veux pas enchaîner? Bah alors si tu veux, j'ai 3 news encore, si tu veux. Eh bien, j'ai envie de te dire, je te conseille de les faire, et ce, promptement, car il n'y a presque plus de place dans le disque dur. D'accord. Alors je fais ça très vite. Le casting de Ballerina, le spin-off de John Wick, continue. Angelica Huston, qui jouait dans Parabellum, revient dans le film. Ian McShane aussi. Donc voilà. John Wick 4 lui sort le 24 mars 2023. Il y a une affiche qui est sortie récemment. Dahmer est la troisième plus grosse série en termes de vues de l'histoire de Netflix, derrière Stranger Things saison 4 et surtout Squid Game premier. Et enfin, énorme démarrage de Mercredi, la série donc avec Jenna Ortega, qui est le meilleur démarrage d'une série américaine. Et puisqu'on est sur Netflix, c'est la fin de l'idylle entre Mike Flanagan et Netflix. Mike Flanagan avait fait Bly Manor, Hill House et Midnight Club, et il avait fait aussi les sermons de minuit. Et en fait, Midnight Club s'est vautré. Ça n'a pas plu, la série était vraiment beaucoup moins bien que les 3 précédentes. Elle est annulée par Netflix, mais attention, ça peut cacher quelque chose parce qu'il y a un accord entre la maison de prod de Flanagan et Amazon pour des exclusivités. Donc du coup, il y a rumeur d'une possible suite de Midnight Club sur Amazon Prime. Moi, honnêtement, j'ai vu Midnight Club, j'ai adoré les 3 premières, mais Midnight Club, j'ai trouvé ça totalement sans intérêt. Et c'était bien dommage parce qu'il y avait potentiel. Juste un dernier mot de mon côté, mon cher Greg, pour conseiller un film français aux gens. C'est La Nuit du 12. Un film français sur un crime qui est commis dans la nuit du 12 et on y suit des policiers. C'était à Cannes, c'est un énorme coup de cœur. C'est top 2 de mes films de l'année sans aucun doute. Magistralement interprété. Et il y a un jeu vidéo Marvel qui vient de sortir que je trouve vraiment très cool qui s'appelle Midnight Suns, qui moi m'a vraiment étonné. Je m'attendais à un jeu bourrin à la Batman, Arkham Knight et compagnie. Et en fait pas du tout, c'est un tactical RPG au tour par tour, avec des personnages qu'on voit nous dans les Marvel et tout, et avec aussi des personnages qu'on ne voit pas. Et comme je joue un peu à Marvel Snap, bah, je les vois un peu dans Marvel Snap aussi. Mais Midnight Suns, moi, me plaît beaucoup. Donc voilà, petit conseil. Et du coup, merci mon cher Kier pour ces petites news. Je vais essayer d'enchaîner avec autant de brio que toi-même. Et voilà, je vais juste essayer de ne pas m'emmêler mes pinceaux dans la foulée. Donc... Est-ce que tu fais de la peinture en même temps ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'arriverai jamais à avoir ton niveau en humour. Hein. Tu es vraiment ceinture bleue ou orange.
Donc on enquille. Alors Tarantino en fait en ce moment il est dans un podcast et du coup chaque semaine on a une nouvelle petite take, une nouvelle petite phrase de Tarantino qui enflamme Internet. Et alors je vais vous en donner quelques-unes des dernières. La première c'est qu'il envisage de tourner une série en 2023. Donc Tarantino ne pourrait peut-être ne pas être ces fameux X films et c'est 10 films si je ne me trompe pas et c'est fini, mais il pourrait y avoir une série. Il faut rappeler également que Tarantino a déjà réalisé un épisode de série. Il avait réalisé un épisode d'urgence en 95, un double épisode. Et les experts surtout. Un double épisode de CSI en 2005, donc 10 ans après. Et je le conseille, hein. Je le conseille vraiment, c'est un excellent épisode qui reprend un principe, tu sais, avec le cercueil de Kill Bill, mais en fait, il y a quelqu'un qui a pris un des membres de l'équipe des experts, qui l'a enterré vivant, et l'acteur, qui n'était pas du tout habitué à nous montrer des grandes perfs, est excellent dans l'épisode, c'est particulièrement réussi. Très bon épisode des experts. Las Vegas. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est qu'effectivement, il a travaillé sur une éventuelle application sur les films Star Trek. Bon, ça n'a rien donné, mais ça aurait été quand même assez marrant. Wow, you fuck my wife and you fuck... Le Star Trek qui part complètement en cacahuète. Ensuite, on aurait eu... J'adore comment tu résumes Tarantino. Star Trek avec Z en personnage. Tu vois, le méchant, c'est Z. Et t'as Kirk qui a la boule comme ça de soumission. Ça aurait donné, franchement, une version alternative à Star Trek un peu étonnante. Donc ensuite, on enquille avec le fait que mon ordinateur n'a plus de batterie. Il n'y a plus d'espace d'un disque dur. J'ai envie de dire, tout nous essaie de nous dire qu'il est tard et qu'il faut respecter votre temps en ne faisant pas trop long. Donc je vais vous le faire de tête. Une des dernières techs qu'il a fait, qui a fait énormément parler, c'était de dire qu'en gros, on est dans une des pires périodes de l'histoire du cinéma où il y a le niveau moyen extrêmement médiocre. Moyen. Bon, ça, le truc, c'est que il a sans doute raison, c'est juste qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant de films, et donc dans le tas, ça m'étonnerait qu'il y ait moins de bons films que les dernières décennies. Il y a, mais bon, je pense qu'il est largement une sommité et un peu la mémoire du cinéma, donc je pense qu'il faut aussi écouter son avis. Et un autre point qui est important, parce que c'est un peu du billard à bande. Qu'est-ce qu'il y a, Kerr ? Je disais, mais qui c'est Tarantino dans les faits ? Il se prend pour qui, ce monsieur ? Il a fait quoi dans sa vie ? Et d'ailleurs, dans le podcast, il y a la première rencontre entre Tarantino et Scorsese qui est assez marrante. Et donc, il y a un truc au billard à bande qui est assez intéressant. Alors, en gros, Tarantino dit que la marvelisation du cinéma est en train de tuer le principe des stars à Hollywood. Et que pour lui, du coup, de plus en plus d'acteurs, en fait, ne sont plus des acteurs qui vont être bankable, mais parce qu'en fait, les gens vont voir Iron Man, ils vont voir Captain America, et en fait, si l'acteur change, c'est pas si grave. Accessoirement, des acteurs du MCU sont d'accord avec lui. Anthony Mackie, ça fait déjà longtemps qu'il a dit que maintenant, la star des films n'est pas lui, mais est le Faucon, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que je parlais de billard à bande et pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'à l'heure actuelle, il y a des très très gros blockbusters qui ont beaucoup d'argent et qui sont surtout faits pour exploser, faire des effets spéciaux et tout. Et il y a des petits budgets qui sont faits pour être des films à 5 millions de dollars. Pourquoi 5 millions de dollars ? C'est parce que quand on est sous les 5 millions de dollars, on a le droit de payer ses techniciens un peu moins cher, d'avoir des conventions un peu différentes et tout. Et donc, du coup, les films indépendants essayent d'être sous ce budget-là. Et nos vidéos aussi. Nos vidéos aussi, ouais, tout à fait. Elles ont tout un budget de moins de 5 millions. Si on est au-dessus, on est obligé de payer le repas à Daniel. Et le truc, c'est que, d'une manière générale, les films moyen budget qui se finançaient, donc c'est les films qui gagnaient les Oscars, c'est les films qui se finançaient grâce à la présence de stars qui amenaient suffisamment de public pour que les producteurs disent ok, on va miser 30, 40 millions de dollars sur ce film. En fait,
la disparition petit à petit de stars de cinéma, la disparition de l'envie de prendre des risques sur des films comme ça, qui sont, en termes de rentabilité, souvent les plus dangereux. Et ce sont des films qui ne sont pas vraiment financés par des plateformes, qui préfèrent faire aussi du très gros, du très petit. Du coup, c'est un ensemble d'éléments qui poussent encore plus le cinéma à aller dans le sens de dire, ok, il va y avoir du cinéma indépendant, cinéma expérimental, très créatif, très productif, parce qu'il va y avoir beaucoup de propositions financées, des blockbusters qui sont juste là pour aller encaisser le maximum, et des films qui vont être les films de Spielberg, hein, tous les films qui ont fait le nouvel Hollywood, hein. Ça peut être, je peux vous parler des Retours vers le futur, ça peut être les Minority Report, ça peut être tous ces films-là, en fait, sont en train de disparaître. Et évidemment, pour Tarantino, une des raisons, c'est la marvelisation du cinéma. C'est pas la seule, hein, parce qu'on avait déjà dit que les moyens budget avaient disparu, mais bon, un élément de plus. Tu veux rajouter quelque chose, mon cher Kerr ? Est-ce que tu peux je voulais dire à propos de cette news que je trouve ta déco Noël très sympa et que je suis très déçu que tu n'as pas dit que j'avais une plante dans le décor, ce qui marquait quand même un cap dans la maturité. Bah, c'est pas vrai, parce qu'avec Daniel, depuis tout à l'heure, on dit que dans cette vidéo, tu fais plante verte. Ok. Du coup, on enquille avec les autres mes autres Pareil. news. J'ai deux autres petites news très rapides. Ah ouais. Comme on dit, hein, la sève a mis du temps à monter jusqu'en haut des plantes. Hein. Ok, donc Les armes. ok, donc Bradley Cooper va jouer dans Bullitt, le nouveau Steven Spielberg. Frank Bullitt était un des personnages incarnés par Steve McQueen qui était le plus iconique. Et là, visiblement, ça va être une suite, donc ce qui serait arrivé à Bullitt après. Et pour les fans de Daredevil, il y a Karen Page, qui était donc le love interest de Daredevil sur Netflix, qui a annoncé qu'à l'heure actuelle, qu'elle était très contente de revoir. Mais non, il sortait avec Electra. Alors oui, mais s'ils avaient des relations compliquées, je veux pas rentrer Oui. là-dedans. Il y a eu des photos dans Voici Gala, etc., qui sont sorties. Et en fait, donc, elle a été interviewée pour demander si du coup elle allait être présente. Et la réponse est que personne ne l'a jamais appelée, qu'elle est juste très contente de voir que le personnage était de nouveau à l'antenne, qu'elle serait très heureuse d'y participer, qu'elle sentait qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire dans son rôle. Et de fric à gagner. Donc c'était vraiment en mode genre, et en pièce jointe, il y a mon CV. et le truc, c'est que pour la petite anecdote, pour connecter toutes les news, Karen Page en ce moment, visiblement, son job principal, c'est d'être host sur YouTube des vidéos Donjons et Dragons. Et il y a une des dernières parties de Donjons et Dragons où elle participe, où il y a plusieurs acteurs qui sont des has-been. Alors elle est très jeune, on peut pas vraiment dire has-been, mais des anciens couteaux de grosses séries Netflix que tout le monde a déjà oublié. Et les commentaires sont horribles, c'est que des gens qui disent mais c'est donc ça la voie, l'évolution ou la voie de garage d'acteurs Netflix, c'est de terminer dans Donjons et Dragons, sur la chaîne officielle de Donjons et Dragons sur YouTube. Et voilà. Bon. Comme ça, alors, on lit tous les trucs, plateforme, Karen Page, MCU, Netflix. Et Karen Page, c'est le nom du personnage. L'actrice, c'est Deborah Newell de True Blood. T'as raison. De True Blood. Elle le jouait tellement bien que j'ai confondu le personnage. Voilà, elle a fait une saga, c'est l'héroïne d'une saga horrifique qui s'appelle Escape Game. Donc voilà, je te rejoins dans ce que tu as dit aussi. Mais là, une petite anecdote, je vois qu'elle a doublé également dans God of War Ragnarok. Voilà, qui est merveille vidéoludique de cette année aussi. Et je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr, puisque devant moi, il y a carrément un truc qui clignote en mode genre, il n'y a plus d'espace sur le disque dur. Eh ben, au revoir. Non, mais sois sympathique quand même avec les gens. Là les gens sont restés ou ont oublié leur téléphone alors, je le ou fais leur truc plus depuis un peu moins d'une heure. Oui. Je le fais plus sympathiquement. Au revoir les gens.
Bon, et donc n'hésitez pas à aller sur Patreon pour arroser notre Mais on n'a ami pas Iker. Patreon. Tu dis toujours Patreon, mais c'est N'importe Tipeee. quoi, c'est Tipeee. En plus, je ne vous vois même pas sur le bon site. Et vous pourriez aller sur Patreon et vous rendre compte qu'il y a des gens qui font des critiques qui sont plus intéressantes que les nôtres. C'est catastrophique. Donc n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Suivez-nous Ça aide sur la Caramel. chaîne, ça aide à faire ce genre de record où on peut prendre du temps, et ça aide à acheter des disques durs qui ont plus de stockage que celui qu'on a ce soir. Des bisous à tous, ciao ciao, et ne vous inquiétez pas, on va mettre Ker vraiment dans la direction sud-sud, et on ouvrira la fenêtre pour qu'il puisse prendre un petit peu du soleil. Des bisous à tous, ciao. Très très vite. Je vois ce regard au lointain. Des bisous, ciao ciao. Au revoir les gens.